À 5 heures, M. Hir entrait dans un 4e bistrot, sans avoir quitté l'avenue d'Italie. Du premier petit bar, il était passé dans un restaurant à prix fixe, 3 maisons plus loin. Il avait eu une hésitation devant un cinéma, mais il s'était installé au tabac, à l'angle de la première rue. Cela ne faisait pas 200 mètres en tout. Maintenant, il était assis dans une grande taverne populaire, place d'Italie, au moment même où des musiciens prenaient possession d'une estrade. « Un café crème », commanda-t-il. Il n'avait pas retiré son pardessus depuis le matin. Il ne se mettait pas à son aise. Il se tenait au bord de la banquette, comme s'il ne devait rester que quelques instants, et, tel quel, il passait des heures sans manifester d'impatience ni d'ennui. Mais il devait penser, sans arrêt, farouchement. Parfois, ses yeux couleur de noisette se fixaient sur un point quelconque de l'espace, et des frémissements passaient sur le front. Les lèvres avaient un mouvement imperceptible. Les mains se crispaient dans les poches ou sur le marbre de la table. Maintenant, il avait tant pensé depuis le matin qu'il pensait à vide. Il y avait toujours des gens qui défilaient, des bruits, des lambeaux de conversation. Sur sa table, il trouva un journal plié en deux et lu à l'envers, l'affaire de Villejuif. Le garçon lui apportait son café crème et M. Hir lui sourit, but la moitié du liquide avant de laisser son regard revenir au journal. Alors, il se leva, se rendit au lavabo, rien que pour pouvoir, en passant, retourner la feuille comme par mégarde. Il en profita pour recoller son taffetas et redresser ses petites moustaches. Revenu à sa place, il compta 5 minutes avant de risquer un coup d'œil vers le journal qui contenait un long article. Depuis 15 jours, enquête difficile, grand pas grâce à l'identification du cadavre, probablement une certaine Léonide Pacha, dite Lulu, exerçant le métier de fille de joie, hypothèse d'un crime sadique, toujours possible, mais sac de la victime a disparu. D'après recoupement, il contenait, au moment du crime, 2000 francs. Piste nouvelle, enquête entre dans une phase définitive, discrétion nécessaire. L'orchestre commençait le beau Danube bleu. M. Hir, en prenant sa tasse, fit tomber le journal par terre. Sa voisine se baissa pour le ramasser. Il dit « Pardon, pardon », et il remit le journal sur la table, dans l'autre sens. « Vous êtes seul ?» Il ne regardait pas la femme, mais il la voyait, assise sur la banquette, devant un boc. Elle se tournait à peine vers lui, par discrétion, et elle ouvrait un petit sac en vernis noir, le tenait à hauteur de son visage pour se poudrer. « On serait peut-être mieux ailleurs qu'ici », ajouta-t-elle sans remuer les lèvres, tout en l'observant par-dessus le miroir. Il tapota la table avec une pièce de 5 sous, adressa des signes au garçon. « Combien ? 1,50 francs. Le boc de mademoiselle aussi ?» Il posa 5 francs sur le marbre et s'en alla. Dehors, toutes les lumières éclataient, se chevauchaient, dessinaient des perspectives verticales et horizontales. Les trottoirs, les tramways, les autobus étaient pleins de foule. M. Hir marchait vers la porte d'Italie, sa serviette sous le bras, de son pas sautillant, se faufilant entre les passants, sans s'arrêter, sans rien voir que des rangs de lampes, des étalages confus et des silhouettes, des têtes indécises qui défilaient à contresens. Il dépassa la porte d'Italie, l'octroi, et il était précédé par le petit nuage gris que formait sa respiration. Les lumières devinrent plus rares, et, quand il tourna à droite, il n'y eut plus que les lucioles espacées de quelques becs de gaz. Il avançait toujours à la même cadence, et l'écho de la rue vide lui renvoyait le bruit de ses pas.
Il prit à gauche, et ce fut une rue inachevée, quelques maisons seulement, très hautes, toutes neuves, séparées les unes des autres par des terrains vagues. Les trottoirs n'étaient pas encore pavés. On les avait plantés de maigres arbres emmaillotés de paille. Le long d'une palissade erraient des hommes, isolément, des Arabes surtout, qui regardaient sans cesse d'un même côté, vers une lueur qui éclairait un rectangle de trottoir. C'était la seule lueur de la rue, et elle en devenait féerique. Elle jaillissait d'une grande maison extraordinaire, construite de haut en bas, en pavés vernis, comme ceux des charcuteries. C'était blanc, avec des reflets lunaires. Cela semblait contenir quelque chose de rose et de comestible. À toutes les fenêtres, de la lumière filtrait, très vive, aux fentes des persiennes. Et M. Hir marchait toujours, obliquait, sans ralentir, gravissait les 3 marches et passait sur le paillasson qui déclenchait une sonnerie joyeuse. Alors seulement il s'arrêta, un peu essoufflé, tandis que des grains de givre fondaient à ses moustaches. Une seconde porte s'ouvrait d'elle-même avec un déclic, et du coup il pénétrait en pleine lumière, dans un vrai bain de lumière, si vive, si abondante, si radieuse, qu'elle n'avait pas l'air vraie. Les murs étaient blancs, du même blanc lisse et luisant. L'air était saturé de vapeurs parfumées. Une femme vêtue de satin noir, le visage serein et bienveillant sous des cheveux d'argent, fronçait les sourcils, rien qu'une seconde, puis souriait. « Gisèle, n'est-ce pas ?» Il fit signe que oui. Ce n'était plus la peine de parler. Le doigt de la femme touchait un timbre. Une sonnerie emplissait l'espace. Une fille toute jeune, aux jambes nerveuses dans des bas noirs, ne fit qu'entr'ouvrir la porte. « Conduis au 16. » Et elle sourit en saluant M. Hir. Déjà, d'autres sonneries retentissaient. M. Hir suivait la bonne le long d'un couloir bordé de portes numérotées. La buée était plus opaque. Le 7 était ouvert et on voyait une baignoire pleine d'eau chaude qui exhalait sa vapeur, couvrait les vitres et les murs de gouttelettes. Du 12, une femme jaillit, en chemisette bleue, les 2 mains sur ses seins qui dansaient quand elle courait. Au 14, on frappait à l'intérieur et la petite bonne cria « Voilà, voilà, 1 minute !» Le sol était carrelé, et on le sentait lavé à grande eau, au savon. C'était propre, parfumé. Le tablier de la servante était raide d'amidon. « Je vous apporte ce qu'il faut. » M. Hir entra, s'assit sur un étroit divan de rotin, face à la baignoire, dont, avant de sortir, la domestique avait ouvert les 2 robinets. Cela faisait des remous, un vacarme assourdissant. Dans la baignoire, l'eau devenait d'un vert pâle de pierres précieuses. Et de l'eau coulait dans d'autres cabines, peut-être dans 10, peut-être dans 20 à la fois. « Gisèle va venir, baignez-vous toujours. » La femme de chambre referma la porte. Elle avait déposé sur la tablette 2 serviettes blanches, un petit pain de savon d'un rose de bonbons et un minuscule flacon d'eau de Cologne. « Voilà !» criait-elle à quelqu'un qui l'appelait de l'autre bout du couloir. Et une voix de femme disait dans la cabine voisine « Il y a longtemps que t'es venu. » Il faisait chaud, d'une chaleur unique qui pénétrait les pores, la chair, le cerveau. On en avait tout de suite la tête bourdonnante, les oreilles rouges et une imperceptible angoisse dans la gorge. M. Hir restait assis sans bouger, sa serviette de cuir sur les genoux, à regarder l'eau qui montait toujours dans la baignoire, et il sursauta quand on frappa à la porte. « Ça y est ?» Un visage parut, des cheveux très sombres, des épaules nues. « Bon, je reviens dans 5 minutes.
Alors seulement il se déshabilla, lentement. Il y avait des glaces sur 2 des murs, si bien qu'il voyait 3 ou 4 fois l'image de son corps qui apparaissait peu à peu, très blanc, replet, aussi lisse, aussi doux de contour qu'un corps de femme. Mais il baissait les yeux et il se hâta d'entrer dans l'eau où il s'étendit avec un soupir. Dehors, on marchait, on courait, des sonneries ne cessaient de retentir, et des noms de femmes qu'on criait d'un bout à l'autre du corridor. Ce qui dominait, c'était le bruit de l'eau, l'odeur du savon, d'eau de Cologne, la moiteur des bains. On vivait dans une étuve. D'une minute à l'autre, les glaces perdaient toute transparence. Parfois, un jet de vapeur venu on ne sait d'où rendait l'atmosphère opaque, et on s'agitait dans un nuage. Cela faisait penser à une lessive. Cela en avait l'allégresse vulgaire. Et pourtant, derrière ces bruits, ces fracas, il y avait, ténus, honteux, étouffés, des chuchotements, des soupirs, d'étranges baisers trop mouillés. Debout dans la baignoire, M. Hir se savonnait tout le corps quand la porte s'ouvrit d'une poussée. Une femme entra en lançant « C'est toi ? Bonjour ». Et déjà, la porte à peine refermée, elle retirait son peignoir, apparaissait nue, plus nue dans cette atmosphère de bain qu'elle eût pu l'être ailleurs. Elle était grasse, rose, lavée et relavée elle aussi, imbibée de vapeur, de savon, de parfum. Elle respirait la santé, la vigueur. D'un coup de pouce, elle fit jaillir l'eau de la douche, et M. Hir vit la savonner dégouliner le long de son corps, couvrir l'eau de la baignoire d'une mousse grise. « Viens !» Elle tendait le peignoir ouvert. Elle frictionnait. Ses seins tressautaient à chaque mouvement et touchaient l'omoplate de l'homme. « Tu t'es battu ?» Elle faisait allusion à la balafre et frictionnait toujours. Essuyait sa propre poitrine qui s'était mouillée. « En me rasant, » dit-il humblement. Il était cramoisi, à cause de cette friction, de la chaleur. Il en avait les jambes tremblantes, et voilà que la femme se couchait sur le divan, le dos bien à plat, les genoux hauts. « Viens !» Il fut sur le point d'obéir, mais il eut comme un manque de courage, et il s'assit au bord du divan. « Pas ça. Comme tu voudras. » Elle se redressa, s'assit à côté de lui, fit d'abord courir ses doigts sur les pectoraux qu'il avait gras. Pendant ce temps-là, elle regardait droit devant elle, et elle dit « Tu me laisses l'eau de Cologne ?» Il balbutia un oui mou, en penchant la tête, et en la laissant glisser sur le sein de sa compagne. Il fermait les yeux. Au coin des lèvres, tout au fond des commissures, il y avait une ombre de sourire et un soupçon de souffrance. « Comme ça ?» Elle s'agita un peu par ce qui lui écrasait le sein, et la tête de M. Hir suivit le mouvement comme la tête d'un bébé. Enfin, la femme se leva, tandis qu'il se redressait avec peine en cachant ses prunelles. « Dépêche-toi de t'habiller. » Elle s'entoura les reins de son peignoir roulé comme un pagne, et elle sortit ainsi, les seins nus, dardant leurs pointes d'un rose agressif. Lentement, M. Hir mit son caleçon, son pantalon. On frappait déjà à la porte. « Je peux commencer ?» C'était la femme de chambre et ses torchons, un seau, une brosse. Pendant qu'il s'habillait, elle lavait la baignoire, essuyait les dalles, changeait le drap sur le divan de rotin. « Vous êtes content ?» Il ne dit rien, chercha de la monnaie et, sa serviette sous le bras, fit le même chemin en sens inverse,
croisa un nègre qui suivait une autre bonne. Dans la rue, il eut froid, un froid malsain, à cause des moiteurs dont sa chair était imprégnée. Il y avait encore des ombres le long de la palissade, peut-être des gens qui hésitaient à entrer, peut-être des agents des mœurs. Dans la dernière rue avant les Lumières, à 50 mètres à peine des magasins, un couple était appuyé à une porte, si étroitement enlacée, la tache laiteuse des visages se confondant, qu'on avait l'impression de sentir le goût de leur baiser. La gamine avait un tablier blanc. C'était sans doute la bonne d'un boucher ou d'un crémier. Il était 8 heures. Monsieur Hir arriva à nouveau à la porte d'Italie et faillit se diriger vers le tramway qui attendait. Dans un bar, on jouait de l'accordéon. 3 jeunes gens qui avaient à la boutonnière des fleurs rouges en papier le bousculèrent. Il marcha jusqu'à un restaurant et dîna, seul à une table, en choisissant des plats doux et sucrés. Malgré cela, il ne mangea presque pas. À 9h30, il était dehors, et, dans une rue transversale, il s'arrêta devant un petit hôtel. Il pensait toujours, et, à force de penser, il avait un regard trouble, des sursauts d'effroi, quand quelqu'un passait soudain près de lui, qu'une auto cornait, qu'une fille le frôlait. Il revint avenue d'Italie. La plupart des magasins étaient fermés, mais il y avait autant de lumière, et, tout au bout, sur la place, on voyait tourner dans le ciel les feux d'un manège de chevaux de bois. Une fois, comme un passant le heurtait, M. Hir lâcha sa serviette et dut se baisser pour la ramasser. Il se releva en soupirant de lassitude et, du coup, il se dirigea vers le tramway, vit que sa place était prise et resta debout sur la plate-forme. Il descendit au terminus de Villejuif à 10h15. Le carrefour était désert. Il n'y avait de monde que dans les 2 cafés et les autos passaient sans s'arrêter sur la piste luisante. La porte de la maison était fermée. Il sonna. La concierge déclencha le mécanisme, donna la lumière. Il passa sans regarder précisément la loge, mais il distingua pourtant un homme, peut-être 2, à califourchon sur une chaise, devant le poêle. Il savait que c'était l'homme qui avait arraché le taffetas, et qui l'avait suivi le matin. Il monta l'escalier lourdement, et la lumière s'éteignit comme il avait encore un étage à gravir. Mais il avait l'habitude. Il trouva la serrure, y mit sa clé, reçut l'haleine froide de la chambre. Quand il alluma, porte close, il avait les sourcils froncés, l'air angoissé. Son regard chercha quelque chose autour de lui. Monsieur Hir ne fumait pas, et, cependant, il y avait dans l'air une vague odeur de tabac refroidi. Il alla tout de suite à un tiroir qui contenait son linge sale et le referma avec lassitude, jeta la serviette de cuir sur le lit, accrocha son chapeau au porte-manteau. Le drap ensanglanté avait disparu. Il avait éteint, et il était debout à la fenêtre, en par-dessus, les mains dans les poches. La servante du crémier s'était couchée avant son arrivée, mais elle ne dormait pas. Elle lisait un nouveau roman, les 2 bras nus hors des draps, une cigarette à la bouche. Il n'y avait plus de bruit dans la maison, sinon, juste au-dessus de M. Hir, celui d'un moulin à café. Sans doute un malade, sinon on ne fait pas de café à pareille heure. La servante, pour se coucher, ne s'était pas décoiffée. On aurait même dit qu'elle avait mis de la poudre et un soupçon de rouge. Parfois, elle levait la tête. Son regard quittait les lignes imprimées, franchissait le lit, atteignait la fenêtre aux transparents rideaux de mousseline. Qu'est-ce qu'elle regardait? Le mur noir, de l'autre côté de la cour? Elle fit un vague mouvement de la tête, comme quand on veut appeler discrètement quelqu'un. Mais n'était-ce pas parce que sa nuque était ankylosée?
M. Hir était immobile. Il voyait très bien les lèvres charnues de la fille s'entr'ouvrir dans un sourire. Mais pour qui? Pourquoi? Elle repoussa un peu les draps, s'étira, bombant la poitrine qui gonflait la toile blanche de sa chemise. Et elle souriait toujours, d'un sourire gavé de béatitude charnelle. Peut-être parce que son corps était au chaud dans les draps, peut-être souriait-elle à quelque héros de son livre. Elle releva les genoux sous la couverture, et le front de M. Hir pesa davantage contre la vitre glacée. Elle l'appelait. Il n'y avait pas de doute possible. Elle répétait son mouvement de la tête. Elle souriait nettement à la fenêtre. Il ne bougea pas, et elle se leva, découvrit un instant ses cuisses roses. Quand elle fut debout, avec la lampe derrière elle, il vit son corps en transparence sous la chemise. Elle lui faisait signe de venir. Elle montrait sa porte. Elle en retirait le verrou et elle se recouchait d'un mouvement voluptueux, prometteur, s'étirait encore, en tenant cette fois ses seins à pleine main. M. Hir reculait. Il la voyait toujours, mais plus lointaine. Il heurta sa table, chercha dans un tiroir, sans allumer, quelque chose de blanc, n'importe quoi, et trouva un mouchoir. La servante ne regardait plus la fenêtre. Sans doute croyait-elle qu'il était descendu, et elle arrangeait ses cheveux devant un miroir de poche, écrasait du rouge en bâton sur ses lèvres. M. Hir ne faisait pas de bruit. Un sommier gémissait au-dessus de sa tête, et une voix murmurait des phrases plaintives. Avec le manche du balai, il fit tenir le mouchoir contre la vitre, à la place où était auparavant son visage, et il alla ouvrir la porte. Écouta. Malgré ses pantoufles de feutre, des marches craquèrent. Une voix, derrière une porte, demanda « C'est toi ?» Il passa sans répondre. C'était l'appartement d'un ménage qui avait 3 enfants. Dans la loge, il n'y avait plus de lumière, et M. Hir passa, évita de justesse les poubelles sonores, atteignit la cour. Elle était longue de 3 mètres, large de 2, et du haut en bas, il y avait des fenêtres dont 3 seulement étaient éclairées, entre autres tout en haut, chez les gens qui faisaient du café. Sa fenêtre à lui était celle d'en dessous. Il la voyait en perspective, toute noire. Sur ce noir, il cherchait la tache du mouchoir. Il la trouvait fantomatique, mais visible comme son visage, chaque soir, était visible. En face de lui, il y avait une porte, l'escalier B, qui conduisait chez la servante. M. Hir la contempla, hésitant, s'enfuit vers son escalier à lui en respirant avec force. Quelque chose avait eu le temps de changer dans le couloir du rez-de-chaussée. Il était éclairé. Quelqu'un avait déclenché la minuterie. Or, on n'avait pas sonné. On n'avait pas entendu de pas. M. Hir marchait, le corps penché en avant, sur la pointe des pieds. Il atteignait la porte vitrée de la loge quand il s'arrêta. Dans l'ombre, derrière les carreaux, un homme était debout qui le regardait paisiblement en fumant sa pipe. Il n'avait pas l'air tragique, ni menaçant, ni ironique. Aucun air. Il fumait sa pipe comme s'il eût été tout naturel de fumer à cette heure-là, debout dans la loge de la concierge, dans l'obscurité, éclairé seulement par le reflet des lampes du couloir. Il ne marquait aucun étonnement à la vue de M. Hir qui le fixait, les yeux ronds. Il remua. Ce fut pour lever le bras, retirer la pipe de sa bouche et lancer un nuage de fumée qui, amassé contre la vitre, effaça un instant le visage comme l'eût fait une gomme. M. Hir tendit la main vers le bouton de la porte, la laissa retomber et, s'arrachant au sol, plongea dans l'escalier qu'il gravit en se tenant à la rampe.
Dans sa chambre, il s'assit, mais il voyait la fenêtre d'en face, la servante qui refermait la porte au verrou et qui, d'un geste rageur, dénouait ses cheveux, éteignait sa cigarette en l'écrasant contre les mailles de sa cuvette. Enfin, regardant vers la cour, vers la fenêtre, elle tira la langue et tourna le commutateur électrique.